Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre semaine a débuté en beauté. Alors, nous sommes déjà rendus au mois de mai. Nous avons presque la moitié de l'année de fait. Et comme vous le voyez, Bitcoin est toujours en train de remonter. Mais encore une fois, c'est sûr que ce nouveau bull run qui fait juste que commencer, dans le fond, va être assez difficile de remonter. Comme je vous l'ai expliqué depuis plusieurs semaines, ça ne va pas évidemment remonter en ligne droite, mais ça va remonter avec des bons pics et puis des bonnes chutes, comme on le voit là maintenant. Mais évidemment, on va rentrer dans les détails. Je vais également parler de la revue mensuelle de Cardano. Alors, trois sujets que je vais couvrir pour cette revue mensuelle parce que les autres sujets avaient déjà été abordés dans mes anciennes vidéos. Alors, très rapidement, je vais avoir trois conférences ce mois-ci. Donc, trois conférences, c'est quand même beaucoup sur un mois. Évidemment, ces conférences seront à Québec, mais je vais m'assurer de continuer de poster des vidéos à chaque semaine et j'ai déjà les sujets des prochaines vidéos. Et ça, évidemment, je vais vous en parler en fin d'épisode. Donc, si vous aimez toujours mes podcasts, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez cet épisode avec le plus de monde possible. Et évidemment, je ferai ce genre d'annonce-là, de rallier beaucoup plus de personnes sur la chaîne YouTube durant mes conférences pour faire grossir la communauté de Cardano. Donc, sans plus tarder, comme vous le voyez, tout est pas mal dans le rouge pour aujourd'hui. Alors, au niveau de Bitcoin, comme je vous le disais, on a été rejeté solidement, mais évidemment, c'est quelque chose auquel il fallait s'attendre. Le plus important, c'est qu'on ait un bas qui est plus haut que le bas précédent. Et après ça, on va continuer dans le fond, on va être en mesure de remonter dans ce channel qui nous permettait justement de bâtir un petit peu de momentum. Mais encore une fois, il faut profiter de la situation pour ceux qui veulent acheter du Bitcoin, pour continuer d'en acheter, parce qu'encore une fois, c'est pas mal dans les dernières fois qu'on risque de le voir à ce prix-là dans les 2 prochaines années. Alors, même chose au niveau de Cardano, c'est probablement là qu'il faut en profiter le plus vite possible, parce que si je me déplace un petit peu, encore une fois, on était supposé remonter dans ce channel exactement comme Bitcoin l'avait fait. On était en bonne direction. Mais malheureusement, avec la rejection de Bitcoin, eh bien, on a la même chose au niveau de Cardano. Et malheureusement, moi, j'ai placé mes achats un petit peu plus bas. Mais comme vous le voyez, je ne change pas beaucoup, justement, mes différents graphiques et mes différentes lignes. Donc, je sais que certains m'ont partagé qu'ils commençaient à regarder ça et à analyser justement les tops pour aller vendre, et puis les rachats, les bas pour aller racheter. Donc, n'hésitez pas à regarder ça, à analyser ça et faites-moi des commentaires dans la vidéo. Ça va me faire plaisir justement de réajuster certaines lignes s'il y a des traders beaucoup plus expérimentés que moi. Parce que moi, c'est sûr que j'utilise pas mal les bases, mais encore une fois, c'est pas pour faire du trading, c'est pour faire justement de l'investissement à long terme intelligemment. Alors, au niveau de la revue mensuelle de Cardano, trois éléments dont je voulais vous parler. Ils ont parlé évidemment de l'ACE et je ne voulais pas vous reparler encore une fois de l'ACE, mais ce que j'ai trouvé intéressant, parce que justement, l'ACE, je voyais que c'était un projet qui était bien fait, que j'adore le produit, je l'ai essayé, je l'ai testé, je suis vraiment satisfait de ce produit-là, même si il n'est pas parfait, mais en termes de light wallet, en tout cas, je trouve qu'il se démarque des autres light wallets. Et une des raisons pour laquelle je trouve qu'il se démarque, c'est l'approche qui a été utilisée par rapport à Cardano, d'utiliser justement un auditeur directement au début du projet de l'ACE. Donc, l'auditeur, de manière générale, vient puis audite différentes choses, audite le code des différentes applications. Donc, il va auditer le code des différents contrats intelligents, il va auditer les codes des différents wallets et tout ça. Mais il y a deux types d'audits qu'on peut faire. Il y a un audit qui va être standard, donc un audit statique, ou alors un audit qui va être dynamique. Et c'est intéressant parce que justement, cette compagnie-là, FIO, on va dire ça comme ça, cette compagnie-là est quand même une compagnie qui est assez connue au niveau de la blockchain. Donc, si on regarde rapidement, ils ont fait de l'audit pour pas mal de projets sur Ethereum, Icon, Near, Solana et bien d'autres.
Et donc, ce qui a été expliqué dans la revue mensuelle de Cardano, c'est qu'ils ont été vers cette compagnie-là dès le début justement du projet de l'ACE pour les impliquer au niveau justement de l'audit à travers les différentes étapes de développement de ce wallet-là. Et ils ont fait également du dynamic testing, donc un audit dynamique qui est différent encore une fois d'un audit statique. Et ce qui est important, vraiment important qu'ils ont mentionné dans la vidéo, c'est que ça coûte de l'argent. Alors, un audit, c'est sûr que ça coûte énormément d'argent pour aller chercher une certification, pour aller chercher de la sécurité. Et c'est sûr que c'est vendeur, évidemment, dans l'industrie de la blockchain de dire qu'on a été audité par telle compagnie ou telle compagnie. Mais évidemment, étant donné que ça coûte de l'argent, ben, ce n'est pas tous les projets qui peuvent se permettre justement d'être audités ou d'avoir une compagnie qui les audite au fur et à mesure qu'ils développent justement leurs produits. Mais ce qui est bien, c'est qu'évidemment, au niveau de IOHK et de Charles Hoskinson, eh bien, lui, il a les poches profondes, donc il peut se permettre justement de mettre énormément d'argent pour s'assurer de garantir, encore une fois, un certain niveau de qualité des différentes applications dans l'écosystème de Cardano, dont l'ACE. Donc, ils ont pu, dans le fond, participer justement au développement, pas au développement, mais à l'audit de l'ACE et avec le Dynamic Wallet Testing, ce qui veut dire, dans le fond, c'est que ils ont pu recréer, dans le fond, différents environnements dans lesquels, justement, ils mettent des différentes problématiques, des threats, des menaces, dans le fond. Par exemple, étant donné que c'est une extension sur le browser de Chrome, eh bien, ils peuvent justement recréer des environnements où le Chrome n'est pas la dernière version. Donc, si jamais vous ne mettez pas Chrome à jour, ben, c'est quoi les menaces potentielles qui peuvent justement aller attaquer le wallet puis essayer de sortir tous vos fonds justement de votre wallet. Donc, ils peuvent recréer différents environnements, faire rouler également l'application Lace, donc le Light Wallet, et justement essayer de voir dans un environnement Google comment ça réagit, dans un environnement Microsoft comment ça réagit, dans un environnement Linux comment ça réagit. Si tu utilises Chrome, si tu utilises Firefox, si tu utilises Internet Explorer, donc plusieurs modèles ont pu être testés justement et à la différence d'avoir justement un audit statique dans lequel l'informaticien ou la personne en sécurité va lire le code et essayer de voir, bon, ben, tu sais, oui, le code doit faire ça, donc ça se peut qu'il y ait une partie où il y a une fuite de sécurité. Mais encore une fois, il ne peut pas tester en tant que tel l'application. À la différence de quelque chose de dynamique où tu peux tester et te rendre compte finalement que oui, finalement, il y a des faiblesses à tel niveau dans tel environnement. Et ça, c'est beaucoup plus riche comme expérience, encore une fois, lorsqu'on fait un audit. Donc, je trouve ça vraiment très intéressant et je trouve ça important d'en parler parce qu'encore une fois, c'est ce qui fait encore une fois la différence entre les différents wallets au niveau de Cardano et les efforts qu'ils ont mis au niveau de l'ACE. Évidemment, ce n'est pas les seuls efforts qu'ils vont mettre parce qu'on sait qu'il va y avoir Hydra qui va arriver, Mithril qui va arriver et encore une fois, les projets dans le fond, la vision de faire en sorte d'avoir un écosystème dans lequel les applications seront déployées et on pourra utiliser des dApps directement dans l'ACE pour que ce soit la référence pour toutes les autres wallets aussi. Donc, voilà Fayo. Je trouvais ça intéressant. Leur équipe aussi était pas mal une grosse équipe. Donc, c'est ça qui a été dit au niveau de la revue mensuelle de Cardano en lien avec l'ACE. Alors, il y avait beaucoup d'autres sujets, bien entendu, notamment avec Hydra, mais je l'ai déjà couvert dans une vidéo passée. Il y avait également de la gouvernance aussi. On a beaucoup parlé de gouvernance. Mais le prochain sujet dont je voulais parler, c'était ZK Snarks. Alors, ZK Snarks, qu'est-ce que c'est? Et là, je suis reparti sur justement un article qui avait été posté en 2022, donc le 31 août 2022. ZK Snarks, c'est tout simplement une technologie en cryptographie qui est très utilisée et très à la mode, dans le fond, dans l'industrie de la blockchain.
Et ça permet, encore une fois, d'être en mesure de donner la preuve que quelque chose est vrai sans donner aucune information. Donc, l'exemple qu'on utilise beaucoup, c'est, admettons que je veux vous prouver que j'ai 18 ans, que je suis majeur dans le fond. Donc, sans avoir le besoin de sortir ma pièce d'identité, où il y a mon nom, mon prénom, mon adresse et toutes ces informations qui sont peut-être privées pour moi, eh bien, je suis en mesure de prouver que j'ai 18 ans tout simplement en échangeant quelques informations ou alors juste en émettant une preuve. Et Zik et Snark, c'est ce que ça fait. Eh bien, en tant que tel, donc, on échange quelques informations et avec ces réponses-là, tu ne peux pas savoir qui je suis, mais tu peux savoir certaines informations, confirmer que je suis majeur, je suis belge, je suis français, je suis de telle région de la France, telle religion ou peu importe. Et évidemment, un petit peu comme Hydra, ben, la technologie de Zik et Snarks, il y a différents modèles. Donc, il y a différents types de technologies de Zero Knowledge Proof. Et donc, il y a la manière de prouver justement un argument, de prouver une information, la manière également de prouver, de donner une preuve, donc avec une mini-preuve, donc une preuve succincte d'une certaine information qui te permet de confirmer que oui, la personne a vraiment 18 ans ou la personne a vraiment, c'est vrai ce que la personne est en train de dire. Il y a d'autres éléments qui vont être utilisés justement au niveau de la de Cardano, dans le fond. Ça, c'est avoir une preuve succincte que l'information que je te donne contient beaucoup plus de données que juste la petite preuve. Et l'exemple que je peux donner par rapport à ça, c'est notamment Mithril. Mithril, où on va avoir une preuve cryptographique, dans le fond, qui va confirmer qu'à partir de ce moment-là, tout ce qui s'est passé au niveau de la blockchain Cardano est vrai. Donc, pas besoin d'aller valider toute la blockchain. Je te donne juste cette preuve qui est très minime, mais qui détient beaucoup plus d'informations que juste le fait de dire oui, c'est une vraie transaction ou non, ce n'était pas une bonne transaction. Je te dis que oui, c'est une vraie transaction parce que, encore une fois, j'ai le background de toute la blockchain que j'ai réduit dans cette petite preuve-là. Et donc, le dernier élément, c'est d'avoir un hash. Donc, dans le hash d'une transaction, c'est là que tu vas avoir toutes les informations dont tu as besoin pour confirmer que oui, c'est vrai ce que je suis en train de dire. Donc, comme je le disais, il y a différents modèles qui sont définis dans la littérature en tant que Zero Knowledge Proof. Et justement, au niveau de Cardano, ben, il y a beaucoup de choses qui vont être utilisées, notamment pour l'identité, notamment pour le cross-chain, pour euh, pour envoyer des transactions d'une blockchain à l'autre, également au niveau des contrats intelligents. Mais ça, évidemment, on va le voir dans les détails parce que, comme je le dis, les différents use cases, notamment pour le Light Wallet, comme Lace, justement, c'est d'avoir rapidement l'information sur toute la blockchain de Cardano sans avoir nécessairement à télécharger toute la blockchain de Cardano et des autres blockchains, bien entendu. Au niveau des contrats intelligents, ça, c'est important parce que la technologie Zk-Snark ou Zero Knowledge Proof peut jouer, peut avoir un élément au niveau de la performance. Donc, vous savez que chaque contrat intelligent est exécuté sur chacun des nœuds d'une blockchain et tous les nœuds doivent rouler ce contrat intelligent pour vérifier justement que la transaction est une bonne transaction et que le contrat intelligent s'est exécuté de la bonne manière. Et évidemment, ça, c'est une perte de temps parce qu'il pourrait y avoir un seul nœud sur la blockchain qui exécute le contrat intelligent, valide l'information au niveau de la transaction. Et si jamais tout se passe bien, ben, il pourrait encore une fois avoir une preuve cryptographique qui l'envoie tout simplement aux autres nœuds. Et ces autres nœuds-là ont juste besoin de vérifier la preuve et non pas de vérifier toute la transaction et toute l'exécution du contrat intelligent. Donc, ça, c'est quelque chose qui permettrait d'avoir une meilleure performance au niveau d'une blockchain en utilisant justement cette technologie-là. Alors, évidemment, comme je le disais, au niveau des private smart contracts, la technologie Snark peut être utilisée là-dedans. Pour la privacy également, au niveau des paiements, donc des blockchains
comme Bitcoin ou comme Cardano, qui ne sont pas tout à fait privés, pourraient utiliser la technologie de Zk-Snark pour avoir des transactions privées. Également, au niveau de la gestion de l'identité, je vous le disais, on peut avoir des mécanismes qui prouvent certaines informations sans avoir à révéler l'information. Au niveau du voting, des systèmes de vote, eh bien, ça également, on veut savoir est-ce que toutes les personnes ont voté, mais on ne veut pas nécessairement faire un lien entre la personne et son vote. On veut garder cette information-là privée et encore une fois, en utilisant cette technologie-là, c'est possible. Les blockchains qui sont des oracles ou les sidechains, la communication entre sidechains, dans le fond, c'est d'envoyer une preuve d'une blockchain à une autre en disant, voilà, j'ai dépensé 3 EDA, donc je brûle les EDA sur la blockchain Cardano et j'envoie l'information à la blockchain Bitcoin, par exemple, qui dit, bon, bah, OK, 3 EDA, ça correspond à 0.00001 Bitcoin. Et à ce moment-là, ben, je prends cette information-là et j'ai la preuve que les EDA ont été brûlés sur la blockchain Cardano. Et à ce moment-là, ben, je peux compléter la transaction sur la blockchain Bitcoin. Donc, c'est comme ça que ça pourrait fonctionner l'information, les informations d'une blockchain à une autre, parce que c'est un élément notamment qui avait été spécifié il y a pas mal longtemps par Charles Hoskinson dans une de ses vidéos. Alors, voilà un petit peu un survol de ce qui a été dit au niveau de la technologie ZK-SNARK ou Zero Knowledge Proof, parce que c'est une technologie qui est très intéressante, très développée déjà au niveau de l'écosystème d'Ethereum et que là, on va ramener et développer encore plus au niveau de la blockchain Bitcoin, blockchain Cardano, pardon. Mais ce qui va être important, encore une fois, c'est qu'après avoir développé toutes ces fonctionnalités-là, eh bien, il va falloir partir une campagne d'adoption pour que les utilisateurs, ben, pas les utilisateurs, mais les développeurs utilisent dans le fond cette technologie-là. Parce qu'encore une fois, comme je le dis plusieurs fois, il y a des use cases, mais parfois on se rend compte que la technologie est utilisée en dehors des use cases pour lesquels les ingénieurs ont pensé justement cette solution-là. Donc, encore une fois, après ça, il va falloir vendre cette solution aux différents projets et que ce soit adopté au niveau de l'écosystème de Cardano. Mais encore une fois, quand on voit que c'est peut-être utilisé pour garder les choses de manière privée, eh bien, c'est sûr que ça reste important parce qu'il y a toujours des cas d'utilisation où on ne veut pas propager notre information sur la blockchain et qu'on veut garder un peu de privacy parce qu'encore une fois, c'est un droit évidemment fondamental. Alors, Pema Studio, c'est le dernier point que je veux parler avec vous dans cette vidéo. J'en ai un petit peu parlé dans la dernière vidéo, mais je ne savais pas que un des cofondateurs de cette entreprise-là est le même cofondateur qui a travaillé justement à Emergo et qui a lancé DC Spark. Alors, c'est Sébastien Guillemot, je pense. Je l'ai rencontré, Sébastien, il y a quelques années maintenant, lors du premier IOHK Summit. C'est un gars vraiment très sympathique, très introverti, mais très intelligent également. Et là, on sait que évidemment, il a fait du très bon travail au niveau de Emargo, notamment avec le wallet de Yoroi. Bon, là, c'est sûr que le wallet est pas la même chose et pas la même qualité que lorsqu'il avait été lancé il y a quelques années. Mais par la suite, il est parti et il a créé DC Spark. Alors, DC Spark, évidemment, on le sait, ils ont créé Milkomeda, ils ont beaucoup contribué à l'écosystème de Cardano. Et donc là, maintenant, il lance justement un nouveau projet qui est Pema Studio, dont j'ai parlé un petit peu, et qui s'occupe de faire l'interaction justement avec les jeux vidéo, notamment pour passer des jeux vidéo du Web 2 à des jeux vidéo qui vont être compatibles avec le Web 3.0. Donc, c'est pour ça que j'en parle parce que j'ai regardé un petit peu plus comment ça fonctionnait et notamment, bon, on sait, je vous l'ai montré la dernière fois, il y a pas mal de partenaires quand même, mais je trouvais ça intéressant parce qu'encore une fois, comme il l'a mentionné, il veut justement retrécir le gap entre les jeux vidéo qui sont les jeux vidéo qu'on connaît et les jeux vidéo qui vont être natifs Web 3.0. Alors, c'est bien parce que les développeurs ne seront pas obligés d'apprendre un nouveau langage comme Plutus ou Haskell ou je ne sais pas quel autre langage ou Solidity par exemple, mais tout ça sera intégré directement justement au niveau du moteur de cette compagnie-là. Donc, on voit qu'ils vont avoir justement, ils vont développer leur code
leur code naturel pour leurs jeux vidéo et utiliser finalement après ça des fonctionnalités du Web 3.0 pour leur contrat intelligent ou alors pour leur wallet. Donc, et c'est bien aussi parce qu'ils pourront déployer justement leur jeu sur plusieurs blockchains parce que on sait que Pema notamment supporte Ethereum, supporte Algorand, supporte Polkadot, Cardano et bientôt, il me semble Solana, mais je ne suis plus sûr au niveau de cette blockchain-là. Alors, c'est bien aussi parce que ils ont développé des fonctionnalités faciles pour pouvoir créer des jeux assez rapidement. Donc, ils ont des templates que les développeurs peuvent utiliser pour sortir le jeu et que leur jeu, dans le fond, puisse utiliser directement les fonctionnalités natives pour le Web 3.0. Également au niveau des NFT. Alors, les NFT, ce n'est pas des NFT statiques comme on connaît, des JPEG sur la blockchain, mais dans le fond, c'est d'avoir des personnages ou d'avoir des items qui serait relié justement à pardon, qui serait relié à un NFT et par la suite, dans le fond, ce NFT-là interagit avec un contrat intelligent et lorsque la personne justement a fait tant d'heures de jeu ou a passé tel genre de niveau, eh bien évidemment, le contrat intelligent compile tout ça et fait évoluer dans le fond le NFT, donc le personnage de la personne et encore une fois, la personne est en contrôle de ce NFT-là. Donc, tout ce qui a été joué, eh bien, et toutes ces données-là sont comptabilisées justement au niveau du NFT. Et donc, ça, c'est super intéressant d'avoir des NFT qui ne sont pas vraiment statiques, mais beaucoup plus dynamiques et qui interagissent plus facilement avec le jeu. Alors, on le disait, cross-chain play, donc ce sont des jeux qu'on peut jouer sur différentes blockchains, juste à plugger le bon wallet, évidemment, et par la suite, ben, ça peut, la personne a tout simplement besoin n'a pas besoin de fond de savoir est-ce que je suis sur la blockchain Cardano ou sur la blockchain Ethereum ou peu importe, là, c'est transparent pour eux et c'est ça justement qu'ils veulent amener au niveau de PMA Studio. Et évidemment, eux vont beaucoup plus pousser pour ne pas utiliser directement la blockchain, la première couche, le premier niveau. Ils vont pousser pour développer justement des layer 2, donc des deuxièmes couches, pour pouvoir se plugger au niveau de ces deuxièmes couches-là, que ce soit au niveau de Hydra pour avoir des transactions beaucoup plus rapides, ou alors au niveau de, pas nécessairement de Zkisnark, mais d'autres, dans le fond, fonctionnalités. Et c'est pour ça que également au niveau du staking. Euh, Sébastien a plus une vision d'avoir du staking sur un deuxième niveau et on parlait de contingent staking dont je n'ai pas encore parlé, mais donc c'est beaucoup plus facile d'avoir quelque chose dans son cas à lui. C'est beaucoup plus facile d'avoir de nouvelles fonctionnalités au niveau d'une deuxième couche plutôt que de les avoir directement sur la blockchain de base. Donc c'est sûr que lui pousse beaucoup plus pour développer justement cette deuxième couche au niveau de la blockchain Cardano notamment. Alors, pour terminer rapidement, ben, parce que ça, c'est mon dada, évidemment, en étant architecte de solutions informatiques. Alors, ça, c'est quelque chose quand même de très important. Et c'est là que, justement, PMA veut aller chercher, justement, comment on appelle ça, des partenariats, justement, avec d'autres compagnies, d'autres gros studios de jeux vidéo. Parce qu'il faut savoir que, dans le fond, au niveau du front-end, c'est évidemment le jeu. Donc, quand vous le regardez, le jeu que vous interagissez avec et tout ça, le visuel, c'est ça qui ne va pas changer et ce sont les plateformes évidemment qu'on connaît. Mais par la suite, il doit y avoir une introduction justement avec la logique du jeu, le middleware et les différentes fonctionnalités du Web 3.0. Donc, le wallet qui va interagir avec la blockchain, avec les NFT et ainsi de suite, et les contrats intelligents. Mais le moteur dont je vous parlais de PMA, dans le fond, c'est d'intégrer toute la structure du jeu vidéo, toute la logique que vous ne voyez pas en tant qu'utilisateur de jeux vidéo, et d'être en mesure justement de l'allier à la logique du jeu, de lier des wallets, des différentes blockchains qui vont interagir avec les contrats intelligents et repartir au niveau du jeu. Donc, ça, c'est vraiment là la force justement de PMA Studio qui, encore une fois, va se développer, qui est en train de se développer surtout au Japon. Mais ça va être intéressant parce que s'ils arrivent à bâtir un gros écosystème, plus gros que ceux qui sont en train de faire, et on reconnaît encore une fois au niveau de l'écosystème
MLab, qui est un bon contributeur au niveau de l'écosystème de Cardano, Vacuum Lab également, les différentes blockchains. Et ce qu'il faut savoir, c'est que s'ils arrivent à faire assez de bruit, eh bien, les gros studios qu'on connaît, comme EA Game ou d'autres compagnies justement qu'on a ici à Montréal, Ubisoft, Warner Bros, Gameloft et tout ça, eh bien eux évidemment, ils sont en train de regarder le développement du jeu vidéo avec la blockchain. Ils n'en parlent pas beaucoup, mais ils sont en train de regarder ces petits joueurs qui commencent à débarquer et qui commencent à grossir. Et évidemment, quand le moment sera opportun, ils vont faire l'acquisition dans le fond de ces joueurs-là. Donc, il est possible que justement un Ubisoft achètent un PMA Studio ou soit partenaire avec eux parce qu'ils voient que justement, ils vont chercher du marché. Ils sont justement, le développement se passe bien et ils ont des partenariats avec des bons joueurs au niveau du marché de la blockchain, mais également de l'industrie en informatique. Donc, ça, vraiment, c'est pour ça que je voulais reparler de PMA Studio parce que c'est évidemment quelque chose qui va être intéressant de regarder, surtout les jeux au niveau de la metaverse. Là, si on voit quelque chose dans lequel ils ont contribué, eh bien, c'est vraiment quelque chose que je vais regarder pour m'assurer d'avoir des pions aux bons endroits. Alors, voilà, je termine là-dessus. Je vous souhaite une bonne semaine à tous. Peace.